Bienvenue dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être en famille. Dans cette émission, nous allons parler des allergies et de ses effets sur le corps et l'esprit. À ce titre, nous avons invité le docteur Alain Michiels, professeur et chef de clinique associé en pneumologie à l'hôpital Erasme. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous avons aussi avec nous docteur Isabelle Gros, médecin spécialiste en nutrition. Donc, docteur Gros va plutôt nous parler de tout ce qui est alimentaire. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Voilà. L'émission est réalisée en collaboration avec l'Espace Santé Famille, situé à Chaussée de Louvain 51, 1210 Saint-Josse-ten-Noode. Vous êtes en direct sur Arabelle FM au 106.8. Nous répondons également à toutes vos questions via la page Facebook de l'émission Santé pour tous. Alors, l'allergie est un dérèglement du système immunitaire qui correspond à une perte de la tolérance vis-à-vis de substances a priori inoffensives, les allergènes. Les allergies peuvent prendre plusieurs formes. Par exemple, elle peut se manifester sous des manifestations cutanées, donc urticaire, dermatite, etc., respiratoire, rhinite, asthme ou généralisée, anaphylaxie. Alors c'est tous des mots un petit peu compliqués, mais je suis sûre que nos médecins vont un peu nous éclairer sur tout ça. Et leur prévalence a considérablement augmenté au cours des 20-30 dernières années dans les pays industrialisés. On estime aujourd'hui que 25 à 30% de la population est concernée par une maladie allergique. Et si les allergies sont particulièrement fréquentes chez les enfants et les jeunes adultes, tout le monde peut en effet en souffrir avec des variations selon les pays et l'âge. Du coup, avec nos spécialistes, nous allons voir comment on devient allergique, peut-être quels sont les traitements possibles, qui est concerné par ce sujet et bien plus encore, on l'espère. Alors, je vais commencer avec le docteur Michiels. Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est une allergie? J'ai essayé de définir un petit peu, mais bon, peut-être pas aussi bien que ce que vous pourriez faire. Et alors, c'était bien. Ah, ça va alors. Voilà, donc étymologiquement, allergie, ça vient du mot autre réaction. C'est une réaction inhabituelle, anormale, à des substances, en général des protéines, auxquelles tous les organismes sont tolérants. Mais le sujet qui devient allergique développe une réponse immunitaire anormale et lui devient alors intolérant. Donc, il y a la formation d'une réponse immunitaire, il y a des anticorps, des cellules qui interviennent dans cette réaction et ça aboutit au développement de maladies associées à ces allergies, que sont l'asthme, la rhinite, l'eczéma, l'urticaire, l'allergie alimentaire, le choc dont vous avez parlé, dont on reparlera sans doute tout à l'heure. D'accord. Et alors, quel est le travail d'un allergologue? Donc, l'allergologue son travail consiste à prendre en charge les patients qui souffrent d'allergies, essayer d'identifier le facteur causal, ce qui n'est pas toujours facile. Quand c'est possible, de prôner une éviction, faire en sorte qu'il n'y ait plus de contact avec le facteur en cause, et de proposer, quand c'est pas possible, d'autres traitements. On en parlera aussi des traitements médicamenteux, des traitements de désensibilisation pour traiter les maladies qui sont associées à ces allergies. Non ? Et donc, je suppose que vous collaborez aussi souvent avec des diététiciens, des médecins nutritionnistes comme Dr Gros. Oui, c'est une spécialité transversale. On collabore avec des dermatologues, avec des nutritionnistes, avec des ORL, des pneumologues, voilà. Ouais. Oui, tout à fait. Alors du coup, Dr Gros, quelle est la fonction d'un médecin nutritionniste pour nos auditeurs ? Alors peut-être, si vous le permettez, avant d'expliquer la fonction dans le cadre des allergies, je voudrais peut-être situer de manière plus large ce qu'est le médecin nutritionniste, parce qu'on entend beaucoup de termes nutritionnistes et c'est pas toujours évident pour tout un chacun. Donc un médecin nutritionniste, avant tout, c'est un médecin. Donc ça veut dire par là qu'il est habilité à pouvoir établir un diagnostic et en fonction de ça, de prendre en charge les problématiques des patients. Alors, vous me direz, dans quel cas, pourquoi consulter un médecin nutritionniste ? Alors, les choses qui paraissent les plus évidentes, ce sont les problèmes liés à l'alimentation. On souhaite perdre du poids, on a un problème du diabète, on a des problèmes cardiovasculaires, on vous dit il faut adapter votre alimentation, ça paraît évident. Mais il y a aussi toute une série d'autres pathologies qui ne sont pas en lien direct, qui sont effectivement ces allergies, ces douleurs articulaires, ces troubles du sommeil, les infections à répétition, etc. Et puis il y a aussi tous ces patients qui viennent consulter simplement parce que ils sont sensibilisés à la question de l'alimentation, de la nutrition, mais qui sont un peu perdus parmi les multiples informations qui circulent dans les médias. Alors, vous me direz, oui, mais c'est quoi alors quand est-ce qu'on va chez le nutritionniste ? Parce que tout ça, on peut prendre en charge aussi chez le généraliste. Alors, je dirais que la spécificité du médecin nutritionniste, c'est son approche de la problématique. Et il faudrait retourner au père de la médecine, à notre maître à penser à tous les deux, qui est Hippocrate, qui déjà, avant Jésus-Christ, disait que ton aliment soit ta première médecine.
Alors moi, je dis parfois aux patients, on est, donc du verbe être, nous sommes ce qu'on mange. Alors les patients, ils me regardent parfois très interloqués. Et je suis curieux de savoir, parmi vous qui nous écoutez ici, si vous êtes conscients qu'en fait nos muscles sont constitués des protéines que nous ingérons, si les cellules de notre sang sont constituées des lipides que nous ingérons, etc. Alors, moi, j'en ai la conscience intellectuelle, mais je dirais qu'à titre personnel, il y a un moment qui a été un moment charnière là-dedans. Je suis maman, et pendant ma grossesse, ça a été une réelle prise de conscience, j'ai envie de dire viscérale. En 9 mois, j'allais construire un bébé, et ce bébé, j'allais quelque part le construire avec ce que j'ingérais. Et donc, c'est la qualité des lipides, par exemple, que je mets dans mon assiette, donc des graisses, qui va déterminer la qualité des graisses de son cerveau. Et donc ça, pour moi, ça a été vraiment une réelle prise de conscience à un niveau vraiment viscéral de l'importance de la nutrition. Et ça, pour moi, c'est essentiel. C'est vrai que c'est un beau message. On a déjà fait pas mal d'émissions aussi sur l'alimentation, la nutrition et de l'impact aussi sur le corps. Hein. On sait, mais nous, en tant que psychologue, on sait aussi qu'on dit souvent, il y a aussi l'intestin qui joue dans l'humeur. Par exemple, le bon fonctionnement de l'intestin qui sécrète aussi certaines hormones. Les reins aussi vont impacter aussi l'humeur. Donc, on sait que maintenant que l'alimentation a aussi un impact sur la santé mentale. Hein. Donc, ça aussi. Hein. Oui, tout à fait. Et je dirais qu'au fil du temps, au fil de mes expériences, au fil des rencontres, déjà je dirais que la nutrition, c'est pour moi plus large que l'alimentation. Peut-être on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Mais je dirais que j'ai une approche assez globale, holistique du patient. Et dans cette approche globale, qui est une approche plutôt de la santé plutôt que du symptôme ou de la maladie, je pense qu'il y a différents facteurs qui interviennent. Il y a effectivement l'alimentation et la nutrition, mais il y a aussi effectivement l'activité physique, les facteurs environnementaux, les facteurs émotionnels, dont le stress. Et donc, il y a un enchevêtrement entre tous ces facteurs qui est extrêmement important. Et donc, à la fois, le stress va jouer sur la santé physique, mais la santé physique va influer sur l'état émotionnel des patients. Donc, tout ça est très enchevêtré. Parce que ça rejoint un petit peu ce que Dr Michels disait juste avant, du fait que l'approche est multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment voir ça de manière un peu plus globale. Mais Dr Michels, comment peut-on savoir que nous sommes allergiques ? Est-ce qu'il y a des tests qui permettent de diagnostiquer les allergies ? Mais d'abord, le fait d'être allergique, c'est d'avoir des symptômes. Donc souvent, les patients ont une certaine conscience de symptômes anormaux, soit en présence d'aéroallergènes ou d'allergènes de l'alimentation. Donc quand ils viennent nous trouver, ça consiste à essayer de préciser l'allergène auquel ils sont sensibles, donc par un interrogatoire minutieux avec eux pour essayer de bien mettre en évidence ce qui les gêne. Et puis alors, on a une série de tests qui viennent en fait supporter notre conviction clinique. Ils ne font pas le diagnostic de l'allergie, mais ils démontrent la présence d'une sensibilisation anormale, médiée par des anticorps qu'on appelle IgE, peu importe, donc par des tests cutanés. Ça, c'est la première batterie, qui est la batterie la plus simple, mais qui est la batterie standard. Elle permet d'appréhender environ 90% des allergies. Il y a des tests dans le sang aussi. On peut rechercher la présence d'anticorps spécifiques anormaux contre des substances allergéniques. Et puis, il y a des tests encore plus sophistiqués. Mais donc, en gros, c'est l'anamnèse, l'interrogatoire et le support par des tests assez faciles d'accès. Oui, parce que des fois, on fait des tests. Moi, je me souviens, plus jeune, j'avais fait pas mal de tests parce que j'avais des réactions quand je consommais du lactose, vous voyez. Et je me souviens que à chaque fois, j'avais le ventre qui gonflait, j'avais des crampes, etc. Et quand on avait fait des prises de sang, on voyait pas vraiment que j'avais une intolérance, il y avait pas vraiment de... Mais c'était vrai. Mais moi, je le sentais dans mon corps. Et donc, il faut pouvoir être à l'écoute de son corps aussi, finalement. Il n'y a pas que le diagnostic physique, quoi. Vous dites quelque chose de très intéressant. L'intolérance au lactose est une intolérance, ce n'est pas une allergie. Et donc, c'est d'autres tests pour rechercher les intolérances. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Oui, on va en discuter tout à l'heure, justement. Du coup, Dr Gros, est-ce qu'il y a un lien entre... est-ce que vous pourriez dire qu'il y a un lien entre l'alimentation et le développement d'une allergie ? Alors pour moi, il y a un lien entre l'alimentation et de manière plus large, la nutrition et le développement d'une allergie. Là, je voudrais peut-être faire le distinguo entre l'alimentation, qui est pour moi les aliments, ce qu'on met dans son assiette, ce qu'on va ingérer, et la nutrition. La nutrition, c'est l'ensemble des processus qui va faire que ces aliments vont in fine être utilisés par nos cellules. D'accord ? Donc ça inclut bien entendu l'ingestion des aliments, mais aussi la digestion, aussi la fonction intestinale et l'absorption, et enfin l'utilisation dans toutes les réactions biochimiques par nos cellules. Et donc je dirais pour moi, oui, il y a un lien. Le premier lien, pour moi, le premier niveau de défense contre tout ce qui est allergie, et
aussi intolérance, on pourra en parler plus tard, et aussi infection, c'est notre barrière intestinale. C'est nos barrières naturelles. Donc, une barrière naturelle, il y a la peau, il y a évidemment les alvéoles l'épithélium pulmonaire et les alvéoles, mais il y a aussi notre barrière intestinale. Et notre barrière intestinale, c'est une barrière énorme. C'est 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés, c'est 2 fois un terrain de tennis. Et donc, notre intestin, c'est notre première barrière contre l'ennemi, j'ai envie de dire, quel qu'il soit, aussi contre les infections. Alors, il y a dans cette barrière plusieurs choses. D'abord, c'est une barrière physique. Deuxièmement, il y a aussi dans cet intestin le microbiote. Et le microbiote, ce sont donc toutes les bonnes bactéries qui sont dans notre intestin et qui nous sont bénéfiques. On estime environ 1 à 2 kilos l'importance de notre microbiote. 1 à 2 kilos de bonnes bactéries qui sont dans notre microbiote. Et ce microbiote a des fonctions très importantes parce qu'il va notamment garantir la bonne santé de la paroi de notre intestin, favoriser la production du mucus, qui tout ça vont être des éléments de défense au niveau de l'intestin. Et ce microbiote, la qualité de ce microbiote est intimement liée à la qualité de notre alimentation. La première chose, c'est que ce microbiote, il faut le nourrir. Il a besoin d'être nourri. Et la première chose qui nourrit le microbiote, ce sont les fibres, donc les fruits et les légumes. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, on sait qu'il y a des choses qui vont appauvrir notre microbiote. Et par exemple, l'alimentation industrielle va appauvrir notre microbiote. Pourquoi ? Parce que les matières premières sont moins diversifiées, déjà, parce qu'il y a des acides gras qui sont saturés ou des acides gras trans, qui vont altérer le microbiote. Et donc, tout ça va diminuer la quantité, la qualité et la diversité de notre microbiote. Et donc, si on altère ce microbiote, inévitablement, on altère notre première défense naturelle. Alors, je dirais qu'il y a l'aliment en tant que tel, et puis il y a tout ce qui est autour de l'aliment. En ingérant des aliments, on ingère des additifs alimentaires, on ingère des pesticides, ça c'est essentiel. Dans l'alimentation, il y a aussi les édulcorants. On sait très bien que l'édulcorant va modifier le microbiote, et pas dans un sens positif, malheureusement. Et puis, il y a des facteurs extérieurs qui vont aussi altérer notre microbiote. On sait que la pollution altère notre microbiote, et j'imagine que le docteur Mickels en parlera certainement. Il y a un lien entre pollution et développement des allergies. Les médicaments, tels que les antibiotiques, altèrent. Et puis, de nouveau, le stress. Le stress est un facteur qui va influer sur la qualité de notre microbiote et notre barrière intestinale. Voilà, ça c'est pour l'aspect défense. Et puis on aura peut-être l'occasion plus tard de parler de l'aspect importance de la réaction lorsque l'allergie est présente. Il y a peut-être aussi une composante génétique, non, sur les allergies ? Très certainement. Il y a une composante génétique. Depuis longtemps, on sait qu'il y a des familles d'allergiques. Et puis maintenant, on a mis en évidence les gènes. C'est plusieurs gènes. Donc, c'est un réassemblement de gènes, ce qui fait que ça peut passer 1 ou 2 générations, puis revenir. C'est pas tout le monde dans la génération qui est allergique, puisqu'il y a une recombinaison de gènes chez les différents enfants. Mais clairement, il y a une composante génétique. Et d'ailleurs, quand on a un parent allergique, en particulier la mère, on est plus à risque de devenir allergique soi-même. Et quand les 2 parents sont allergiques, on a plus de 50% de chance ou de risque de devenir allergique. Incontestablement, il y a une base génétique. Oui, c'est ça. Mais l'environnement est très important. Oui, aussi. C'est ça. L'environnement est important aussi. Et du coup, vous rejoignez ce que le docteur Gros dit par rapport quelles sont les causes du développement d'une allergie ? Je suppose que c'est pas que alimentaire. Là, vous venez de parler de génétique. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui pourraient amener il y a la base génétique et puis, comme on vient de dire, l'environnement, dont l'environnement alimentaire, l'environnement allergénique. Ce qu'on a appris beaucoup avec la connaissance de pourquoi, ou l'impression qu'on connaît mieux pourquoi la prévalence des allergies a augmenté au cours du temps. Il y a beaucoup plus d'allergies qu'aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. On a émis plusieurs hypothèses. Il y a d'abord ce qui est l'hypothèse hygiéniste, le fait qu'on se soit mieux défendu contre les infections par les vaccins, par l'utilisation des antibiotiques, fait qu'on développe moins de réponses anti-infectieuses immunitaires. Or, ce qu'on sait, c'est que la réponse contre les infections inhibe la réponse de l'allergie. Les deux sont mutuellement exclusives, et donc puisqu'on fait moins de réponses contre les infections, on fait plus de réponses allergiques. Donc ça, c'est un premier point. L'utilisation des antibiotiques et des vaccins a pu modifier aussi le microbiote, qui par ailleurs existe aussi dans les bronches, qui est très important. Donc ça, c'est un point très important. Les changements de conditions d'hygiène, de l'eau, des vaccins, des antibiotiques. C'est bon ou c'est pas bon alors, parce que quand vous dites si ça change la microbiote, alors on a quand même beaucoup entendu que les médicaments, il faut pas en abuser non plus. Ça, je sais que c'est pas très bon pour l'intestin et pour le corps, et qu'il faut vraiment prendre ça quand c'est nécessaire,
tout ce qui est antibiotiques et tout ça. Maintenant, les médecins, les pédiatres, ils disent ça souvent aussi, quand on a des petits-enfants, de nous dire, écoutez, c'est viral, ça va partir, patientez un tout petit peu, et on va pas directement mettre des antibiotiques. Et puis, si vraiment ça reste trop longtemps, là, on va mettre un antibiotique. Je sais que la plupart des pédiatres, maintenant, sont dans cette optique-là, alors qu'avant, on médiquait plus facilement. Mais du coup, c'est vrai que, voilà, après, on va pas lancer un débat sur les vaccins et les médicaments, etc. Surtout en cette période, plus personne ne sait ce qu'il faut faire. Enfin, les gens ont très très peur. On est dans une période difficile. Mais si vous dites que ça modifie la microbiote, alors du coup, il y a ce risque de se dire, ah oui, mais alors du coup, si je médicalise beaucoup et si je désinfecte beaucoup, j'ai pas les mêmes défenses et mon corps va pas défendre de la même manière. Voilà, il faut se rappeler quand même que tous ces méthodes, la vaccination, les antibiotiques ont radicalement changé la donne de la mortalité infantile. Quand même, ouais. Donc voilà, c'est une balance à faire entre ceci et puis le développement des allergies et puis peut-être essayer d'en tenir compte et trouver le bon équilibre. Mais quand même, ça a changé considérablement la donne. Mais c'est une des explications de l'augmentation de la prévalence. Comme ça a été dit aussi, l'environnement direct, l'environnement allergénique, par exemple, après le choc pétrolier de 1974, on a recommandé de fermer les domiciles pour essayer de moins perdre d'énergie, pour économiser l'énergie, et ça a favorisé la population des allergènes à l'intérieur, comme les acariens domestiques, qui sont le premier facteur allergénique déclenchant des allergènes. La pollution aussi, on est passé d'une pollution, disons, de mode industriel dans les années 50 à une pollution automobile à partir des années 70-80, et clairement beaucoup de travaux au laboratoire ont montré que cette pollution-là favorise le développement des réponses de type allergique. Alors je voudrais juste dire un mot encore, il y en a d'autres encore, mais dire un mot sur le stress. On a montré au laboratoire vraiment quand on met des petites souris allergiques en présence d'un gros rat, même avec une vitre, donc elles ne peuvent pas être attaquées, eh bien elles font des crises d'asthme et il y a une libération de médiateurs du système immunitaire dont le stress joue vraiment un rôle aussi. Un impact pas mal. Voilà. Oui, nous en psychologie, en tout cas pour les auditeurs qui ne me connaissent pas mais ou qui viennent d'accrocher à l'émission, je suis aussi psychologue et donc c'est clair que l'asthme peut se développer aussi. Enfin, nous on voit des enfants qui peuvent développer des réactions asthmatiques et qui grandissent dans un environnement stressant, un environnement qui est parfois pas évident. Et donc, en effet, on observe des enfants qui peuvent développer et alors probablement qu'il y a déjà une petite composante génétique ou quelque chose qui est déjà présent pour qu'ils finissent par développer de l'asthme. Voilà, certainement, c'est difficile de dire qu'est-ce qu'est l'œuf. Voilà, exactement. Mais on voit chez beaucoup d'asthmatiques des problèmes de stress, très certainement, qui sont inducteurs de crise. Il y a probablement une base génétique et une anomalie structurelle de la paroi bronchique pour l'expliquer, mais les deux se greffent. Enfin, l'environnement est très important et dans l'environnement, le stress fait partie de l'environnement. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites. Moi, je viens de la Wallonie, j'ai grandi, je ne sais pas si vous connaissez Villers-la-Ville, c'est très arborisé, c'est très joli, c'est la nature. J'ai vraiment grandi dans la nature et j'ai fait mes études universitaires ici à Bruxelles. Et quand je suis arrivée à Bruxelles, je faisais souvent des bronchites et ma maman me dit, mais enfin, depuis que tu es dans cette ville, t'arrêtes pas d'avoir les poumons infectés. Elle me dit, tu crois pas que c'est la pollution, que c'est pas une ville? Et c'est vrai qu'on s'est posé la question, tiens, est-ce que la pollution pouvait avoir un impact sur le fait de développer des infections respiratoires? Donc, au laboratoire, ça a été vraiment démontré, la pollution vraiment de nature automobile avec les particules, l'ozone, etc. Et des études épidémiologiques, on regarde l'association au taux de polluants dans l'atmosphère et les hospitalisations pour crise d'asthme, il n'y a pas de doute, il y a un lien. Il y a un lien avec la pollution. Du coup, Dr Gros, est-ce que le simple fait d'éviter les allergènes, et on peut dire les allergènes alimentaires, permettra aux personnes allergiques de vivre un peu comme tout le monde? Alors, dans votre question, j'entends le simple fait d'éviter les allergènes et éviter les allergènes, vivre comme tout le monde. Oui. Alors, je pense que les gens nous demandent. Quand vous dites simplement éviter, est-ce que c'est simple d'éviter les allergènes? Ça, c'est la première question. Alors, effectivement, je vais répondre dans mon domaine d'expertise, prendre une allergie de type 1, donc ce qu'on appelle l'allergie vraie, par exemple l'allergie à la cacahuète. Alors, évidemment, on va éviter la cacahuète, on va éviter l'arachide, on va éviter l'huile d'arachide. Ça veut dire que on va déjà aussi devoir éviter tous les aliments industrialisés qui sont fabriqués avec de l'huile d'arachide. Donc, il y aura les céréales petit déjeuner, les biscuits, le pain industriel, certains substituts de viande. C'est énorme. Alors là, l'industrie alimentaire a pour obligation sur l'étiquetage de reprendre ces éléments qui provoquent des allergies ou des intolérances de manière en gras ou en coloré pour que ça saute aux yeux, que ce soit évident. Donc ça, c'est une première chose. Alors, c'est possible, mais c'est pas toujours facile. Alors,
en plus, c'est pas suffisant parce que il faut aussi éviter, par exemple, de manger des aliments qui ont été cuisinés avec des ustensiles qui ont servi, par exemple, avec une huile d'arachide. Voilà. Il faut aussi, par exemple, éviter, si on utilise un aliment qui a été frit dans une huile qui auparavant a servi à utiliser de l'arachide, les protéines allergisantes ont contaminé l'huile et peuvent contaminer l'aliment. Donc ça, c'est... voilà. Donc il y a énormément de choses auxquelles il faut faire attention. Donc éviter les allergènes, ça n'est déjà pas simple. Mais ça peut être si grave que ça. Je veux dire, si on a une petite goutte d'huile d'arachide... Si on a énergivré, ça peut être une petite particule qui déclenche une réaction très importante. Ouais, c'est le principe de la multiplication immunitaire. Une toute petite dose, réaction immunitaire, des gros dégâts. Ah oui, quand même. Alors, imaginez, on est santé famille, imaginez un enfant qui soit allergique. Ça veut dire que, déjà, il faut faire attention à tout ce qu'il donne, mais ça veut dire qu'à l'école, par exemple, il ne va pas pouvoir, comme font tous les enfants, échanger sa collation avec son copain. Imaginez, dans la classe, il y a un anniversaire, on amène un gâteau, il ne peut pas partager le gâteau avec la classe. Donc, est-ce qu'on peut vivre normalement en évitant un allergène ? Je ne pense pas. Oui, on ne pourra jamais... Enfin, donc oui, il y a quand même un impact quand même sur la personne du fait de ces allergies, de la privation, en fait. Ce sont des grosses contraintes, oui. Ce sont des grosses contraintes. Et donc, parfois, je suppose que ça vous arrive alors d'accompagner parfois les familles aussi et les parents. Enfin, quand vous accompagnez des enfants, ça arrive que certains parents soient un peu désarmés par rapport à l'enfant qui accepte peut-être pas aussi. Oui, ça c'est pas du tout évident, c'est compliqué. Alors les enfants en général, quand on leur explique, bon, ils comprennent, ils acceptent, mais c'est pas facile. Au quotidien, c'est pas facile au quotidien. Alors ça c'est le cas où l'allergène est clairement identifié. Ah oui. Ça c'est encore le cas le plus facile. Mais il y a en nutrition des tas de réactions qu'on appelle des réactions adverses aux aliments, qui sont des réactions qui ne sont pas des réactions réellement médiées par le système immunitaire avec production de ces IgE, ou la maladie cœliaque, ou l'axe clairement, mais des réactions qui sont pseudo-allergiques. Et donc des gens qui vont développer des réactions pseudo-allergiques, par exemple, avec des aliments qui contiennent ou qui libèrent de l'histamine, par exemple. Il y a d'autres exemples. Vous parliez aussi de l'intolérance au lactose, on peut y revenir plus tard. Mais donc il y a des tas de situations comme ça où la plus grande difficulté, c'est d'identifier l'élément causal de la réaction problématique. Et ça, c'est vraiment une difficulté. Et là, mon rôle de médecin nutritionniste, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est une enquête alimentaire. Et donc, je préviens les gens, il va falloir vraiment faire une enquête, être vigilant, tout noter, garder les étiquettes, etc., pour arriver à identifier l'élément qui pose problème. Oui, donc c'est quand même un petit travail d'investigation. C'est pas si évident que ça, de trouver qu'est-ce qui... Moi, je pensais pas que c'était aussi difficile de pouvoir trouver qu'est-ce qui pose problème. Surtout dans les intolérances qu'on vient d'évoquer. Dans les allergies vraies, la question est en général plus facile à résoudre. On peut mettre... parce que dans l'intolérance, il y a aussi des effets seuil. Et donc, les sujets peuvent tolérer un certain seuil de l'aliment, mais pas un autre seuil. Et donc, c'est difficile. Ils mangent une catégorie d'aliments, ils ont une réaction, ils la remangent, ils n'ont pas de réaction. Donc, c'est difficile pour eux de faire la part des choses. Tandis que dans une allergie vraie, de manière systématique, c'est toujours une réaction. Donc, c'est plus facile à mettre en évidence. C'est quoi la différence, du coup, entre intolérance et allergie ? Et donc, ce qui a été dit, c'est que dans l'intolérance, il n'y a pas de mécanisme immunitaire clairement identifié. En tout cas, il n'y a pas d'anticorps qui ont été fabriqués de type IgE, de réponse qu'on appelle de type 2, peu importe. Donc, il n'y a pas cette réaction. C'est un peu comme le Canada Dry. Ça ressemble à l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Ça ressemble à l'allergie, mais c'est pas de l'allergie. Mais c'est quand même déclenché par des éléments, souvent de l'alimentation, parfois en association avec des infections virales. Donc, c'est compliqué à mettre en évidence. Oui, c'est ça. Donc là, du coup, c'est plutôt au ressenti de la personne que vous devez évaluer la situation. C'est ça, avec une enquête minutieuse. On leur donne des listes d'aliments, de cocher systématiquement ce qu'ils ont mangé quand ils ont l'impression d'avoir une réaction, sans essayer de déterminer eux-mêmes. On va faire des croisements après quelques jours, quelques semaines. C'est compliqué, c'est ardu. Alors, on va faire une petite pause, chers auditeurs. Voilà, on revient dans quelques instants avec nos spécialistes, parce que j'ai encore préparé plein de questions pour eux. Je ne vais pas les laisser partir comme ça. Donc, on est là jusqu'à 16h avec vous dans Santé pour tous. Restez avec nous, je vous dis à tout de suite. Vous êtes de retour dans Santé pour tous. Aujourd'hui, nous parlons des allergies avec le docteur Gros, médecin nutritionniste, et docteur Mikkils, qui est allergologue et spécialisé
dans les allergies, en pneumologie aussi. Tout à l'heure, donc, nous avons un petit peu introduit le sujet pour un petit peu savoir quelle était la différence entre les intolérances, les allergies. Nous avons un petit peu essayé de comprendre quel était le travail des médecins nutritionnistes. On a parlé d'alimentation, on a parlé un petit peu des facteurs qui pouvaient impacter sur le développement des allergies. Et à ce propos, nous avons une maman qui nous a envoyé un petit message sur le live et qui nous disait, maman Soumaya, elle nous disait, voilà, mon mari est très allergique à la poussière. J'ai une petite fille d'1 an qui semblerait être allergique aussi à la poussière. Est-ce que je dois la faire tester ? Voilà, donc 1 an, c'est encore tout petit, mais il y a quand même des tests qui ont été développés dans le sang, donc pour détecter une sensibilisation anormale aux acariens des poussières, puisque ça semble être le point, ou à d'autres allergènes alimentaires, comme les protéines du lait. Donc oui, on peut déjà tester. Je peux rappeler aussi que le fait d'avoir un papa allergique la rend plus à risque de l'être, moins que la maman, mais quand même un peu plus que la normale. Et il y a aussi le dosage des IgE, les anticorps IgE, sur le sang de cordon à la naissance, qui est aussi un facteur prédictif. Donc, on peut faire ça déjà, mais ça se fait, oui. On le fait pas systématiquement, on le fait. Certainement. Donc on prélève à la naissance pour voir s'il y a vraiment un des facteurs allergiques. Voilà, on informe. Ça ne veut pas dire qu'il y a une certitude, mais c'est un facteur prédictif. Oui. Ah oui, d'accord. J'étais même pas au courant, c'est sympa. Je sais toujours qu'on prend le sang un peu du cordon et tout, mais on ne sait pas tout ça, vous ne nous dites pas tout ça, donc on l'apprend, c'est très bien, c'est une émission qui est faite pour ça. Je voulais demander aussi au Dr Michiels, quels sont les allergènes alimentaires, mais peut-être vous pourrez complémenter aussi, Dr Gros, les allergènes alimentaires les plus courants en Belgique. Et donc, je pense que ce sont les crustacés, les poissons, les œufs, le lait, le soja, et l'arachide, les cacahuètes. Les cacahuètes. Oui, l'arachide. En fait, ça dépend un peu. Le gluten Le gluten, oui et non. Pas tant que ça. En fait, ça dépend de la tranche d'âge. Déjà, donc chez l'enfant, c'est pas la même chose que chez l'adulte. Chez l'enfant, effectivement, c'est les protéines de lait de vache, les œufs essentiellement, parfois les arachides aussi. Et effectivement, à l'adulte, il y a aussi le soja. Ça, c'est une allergie extrêmement fréquente aux États-Unis, mais qui devient émergente en Europe. Allergique au soja. Oui, le soja. Les poissons, crustacés, effectivement, arachides. Le sésame aussi. Voilà, très fréquent dans les pays d'Afrique du Nord et en Israël, mais qui arrive aussi chez nous. Voilà, et tous ces allergènes-là sont repris donc sur l'étiquetage alimentaire. Alors, le gluten, on peut pas à proprement parler d'une allergie, mais il y a quand même cette maladie cœliaque, qui est une maladie médiée par le système immunitaire, qui est une réaction importante au gluten. Donc, voilà, quelque part, c'est aussi repris dans ces allergènes. Ah oui. Et du coup, comment on met fin à une réaction allergique suite à la consommation ou la mise en contact de l'allergène ? Je ne sais pas lequel de vous deux veut répondre. Moi, j'ai envie de dire, le seul traitement, c'est l'éviction de l'allergène. Et le Dr Michiels ira peut-être un peu plus loin dans le traitement de la réaction, mais pour moi, on ne peut pas mettre fin à la réaction allergique une fois qu'elle est déclenchée. J'ai envie de dire, la seule chose qu'on peut faire, c'est traiter les symptômes qui sont la conséquence de déclenchement de cette réaction allergique et de la libération des médiateurs dans le sang. Donc on ne traite que le symptôme, en fait. Pour moi, on ne sait traiter que le symptôme une fois que la réaction allergique est déclenchée. Mmh. Mais parfois, on a des grosses réactions allergiques parfois. Voilà, donc une fois que c'est déclenché, en effet, on a des bons médicaments pour traiter les symptômes, et en particulier l'inflammation qui est souvent associée à la réaction allergique dans les bronches, dans le nez, dans les yeux, sur la peau. Donc ça, on a d'assez bons médicaments. J'ajouterais peut-être une petite précision, c'est qu'on peut quand même évoquer la désensibilisation. Dans une série de domaines, quand l'indication est bien posée, on en parlera sans doute un peu plus tard, on peut réinduire une tolérance à ce à quoi le sujet était devenu allergique. Ah, mais moi par contre, ça, on va en parler, mais la désensibilisation, parce que moi j'ai été confrontée à ça, ça coûte quand même vachement cher. Hein. On m'avait proposé, je me souviens, une désensibilisation aux acariens, parce que moi je suis très 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 allergique aux acariens, et il fallait aller chercher, le médicament était en Hollande, je crois, où il fallait le commander de Hollande, et ça coûtait quand même cher, la mutuelle ne prenait pas cela en charge. Hein.
Toujours ça pas. Toujours pas. C'est toujours considéré comme un traitement de luxe en Belgique. Dans ouais. beaucoup de pays d'Europe, c'est remboursé. Parce que c'est pas un luxe comme on voit, vivre allergique. Non. C'est très difficile. Surtout aux acariens. Ça marche bien quand l'indication est bien posée, avec maintenant des formes vraiment faciles à utiliser, des comprimés qui fondent sous la langue. Donc on a utilisé la voie orale sublinguale, justement en utilisant cette grande surface de la muqueuse digestive qui est habituée à induire la tolérance. On est parfois allergique à l'un ou l'autre aliment, mais enfin, dans la majorité des cas, la majorité des sujets sont tolérants à tous les aliments, c'est-à-dire à toutes ces protéines étrangères qu'on ingère. Donc c'est une muqueuse qui est vraiment très forte pour induire la tolérance. Et c'est là-dessus qu'est basée la désensibilisation par voie orale sublinguale. Malheureusement, ça coûte encore très cher, aux alentours de 500 000 € par an non remboursés. Pendant 2-3 ans. C'est 3 ans, oui, c'est ça, c'est ce qu'elle m'avait dit. Et bon, après, voilà, mais ça donne pas envie de continuer. Mais après, quand on sait les effets aussi, quand on est allergique aux acariens, par exemple, moi, perso, je dors comme une marmotte. Sincèrement, je dors très très bien, mais je dors beaucoup. Donc, les allergies aux acariens, ça fait beaucoup dormir. On a parfois des problèmes de concentration pour les enfants. Ça peut quand même créer des choses. Voilà, le problème n'est pas de bien dormir, ça c'est plutôt bien. Le problème, c'est d'être fatigué la journée aussi. Oui, voilà, c'est ça. Peut-être vous prenez des antihistaminiques aussi, qui sont des médicaments qu'on utilise et certains passent dans le cerveau et provoquent une certaine somnolence. Plutôt les anciens, maintenant les nouveaux, c'est moins le cas. Mais puis, c'est aussi que l'allergie a aussi un impact, il y a des effets secondaires, c'est-à-dire qu'on est allergique aux acariens, allez, c'est pas juste ma peau qui gratte, c'est voilà, les problèmes de somnolence, de fatigue, de problèmes de concentration, etc. Donc on voit que ça peut impacter aussi sur les apprentissages, sur le travail, sur la vie sociale, etc. Oui, comme le docteur Gros l'a dit, il y a une libération de médiateurs. Oui. Ces médiateurs sont là dans la peau, mais ils passent dans le sang, dans la circulation générale, vont partout. Et c'est ça qui donne les symptômes, en particulier de fatigue, de manque de concentration. Est-ce qu'il y a d'autres allergies comme ça où justement le traitement coûte cher, la désensibilisation, il y en a qui sont acceptées en Belgique et qui sont remboursées ou c'est... Non, elles sont acceptées, mais elles ne sont pas remboursées. Donc, acceptées, mais pas voilà, remboursées. donc il y a des dossiers qui ont été introduits ces 2 dernières années pour l'allergie au pollen de graminées, donc ce qu'on appelle le rhume des foins, mai, juin, juillet, qui est très invalidant pendant la période des examens, chez les sujets jeunes souvent. Pour l'instant, ils n'ont pas encore reçu l'agrément. Pourtant, ça marche très bien. Ça a été réduit puisque c'est des sensibilisations pré-éco-saisonnières. On commence juste avant la saison. Pendant la saison, avant, on faisait toute l'année, pendant 3 ans. Maintenant, c'est vraiment restreint à 3-4 mois par an. Ça marche très bien, mais ça coûte très cher. Mais est-ce qu'il y avait aussi un débat par rapport au fait qu'il y a des effets secondaires à la désensibilisation, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas supporter cette désensibilisation? C'est vrai ça? Donc d'abord, elle n'est pas efficace chez tout le monde, c'est ce que j'ai dit. Il faut vraiment l'indication soit bien posée. Et encore, même quand elle est bien posée, tout le monde ne répond pas. On dirait qu'il y a une efficacité dans 2 tiers des cas. Donc en payant beaucoup, c'est évidemment un succès peut-être un peu insuffisant. Quand ça marche, c'est très bien. Alors il y avait beaucoup d'effets secondaires avec la désensibilisation quand elle était injectée. Pendant très longtemps, on a utilisé des voies injectables, sous-cutanées, avec de temps en temps des réactions sévérissimes. En 1988, en Angleterre, il y a eu 4 décès sur une année pour injection de désensibilisation pollen de graminées. Et donc évidemment, les autorités ont considéré que mourir pour une rhinite, pour un rhume des foins, c'était pas tolérable. Donc ça a été suspendu complètement. Mais c'est pour ça que depuis, la voie orale sublinguale a été développée, parce que cette muqueuse est terriblement tolérogène. Elle induit une tolérance et il n'y a jamais eu de cas de réaction sévère rapporté avec ce type de désensibilisation par voie orale sublinguale. Donc on ne fait plus par les injections, on utilise vraiment la muqueuse digestive. Oui, et à ce propos, j'aurais rajouté, il y a des études justement qui montrent l'intérêt et l'amélioration des résultats de la désensibilisation avec la prise concomitante de probiotiques, donc pour améliorer notre microbiote. Oui. Alors juste pour expliquer pour les auditeurs ce que c'est que les probiotiques. Ah oui, mais les probiotiques en fait, ce sont, on a donc, je disais, le microbiote, ce sont les bonnes bactéries que nous avons dans cet intestin, et ce qu'on appelle probiotiques, ce sont ces bonnes bactéries qu'on peut prendre en gélule pour améliorer notre flore intestinale. Alors les probiotiques, ce sont les bactéries en tant que telles, et ce qu'on appelle les prébiotiques, ce sont les fibres qui vont aller nourrir ces bactéries. Et donc l'idéal, c'est d'amener à la fois des prébiotiques et des probiotiques. On amène les bactéries, mais pour qu'elles puissent coloniser correctement l'intestin et rester en place, il faut quelque part les nourrir. Et on fait ça avec des prébiotiques. Donc on doit prendre des pré et des probiotiques. Alors les prébiotiques, on peut les manger. Les prébiotiques, ce sont les fibres. Un excellent prébiotique, par exemple, c'est l'inuline. L'inuline qu'on trouve dans les patates douces. Donc
manger des patates douces, c'est un excellent Moi, prébiotique. j'adore les patates douces, j'en mange plein. Dans ma soupe de potiron, j'en mets plein. Voilà, c'est ça aussi le rôle du médecin nutritionniste, c'est d'expliquer comment apporter quelques petits changements dans l'alimentation pour vraiment améliorer la santé. Et tiens, du coup, c'est intéressant, mais on n'avait pas préparé ça dans les questions, mais l'allaitement, alors du coup, est quelque chose de très bon alors pour la santé du bébé et peut-être pour prévenir les allergies. Alors pour moi, j'ai envie de dire l'allaitement, c'est fondamental. Avant l'allaitement, la période de la grossesse est fondamentale. On voit que d'abord le microbiote du bébé est intimement lié au microbiote de la maman. On voit par exemple dans les familles atopiques, donc qui vont favoriser le développement notamment de réactions allergiques, on voit une nette diminution des réactions, par exemple de dermatite chez l'enfant, quand la maman a été complémentée avec des probiotiques pendant la grossesse. Ensuite, ce qui est important, c'est l'ensemencement du tube digestif du bébé au moment du passage par l'accouchement. Si l'accouchement ne se fait pas par les voies naturelles, il faut le faire de manière artificielle. Si c'est par césarienne, il faut le faire avec des probiotiques. Et puis ensuite, l'allaitement, pour moi, est vraiment essentiel pendant toute cette période où le système immunitaire va maturer. Et donc, pour moi, l'allaitement maternel est une excellente prévention contre tout ce qui est allergie, mais aussi infection. Et donc, pour moi, il est vraiment essentiel. C'est bon pour... Si je peux mettre juste un tout petit bémol, tout ça c'est vrai, ça a été bien démontré, et donc c'est bien l'allaitement maternel. Au-delà de 17 ans, à l'âge adulte, ça ne semble pas avoir un effet protecteur. Donc on ne diminue pas la survenue des allergies chez les adultes, mais jusqu'à 17-18 ans, c'est quand même déjà pas mal d'être protégé. On va dire ça les protège jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes, voilà. Visiblement, voilà. C'est ça ? D'accord, ok. Mais oui... moi, je posais cette question juste par rapport aux allergies parce qu'on entend souvent ça dans les maternités. Ils nous disent, tiens, finalement, si vous allaitez bien votre bébé, il a moins de risques de développer des allergies. Mais en même temps, je me dis, mais ça dépend pas de ce que la maman mange aussi, parce que du coup, vous disiez que la maman devait bien manger aussi. Ça dépend effectivement de ce que la maman mange, mais ça aide de toute façon le système immunitaire. Parce que le lait maternel apporte au bébé. Donc ça, c'est une chose. Et effectivement, le microbiote, on ne l'a pas à vie. Donc si après l'allaitement, on n'encourage pas nos enfants à manger correctement, à poursuivre une alimentation saine, ce microbiote se détériore. Et à un moment donné, on n'a plus l'effet bénéfique. Mais l'idée, c'est... moi, je suis très sensible à la question de chez l'enfant parce que c'est là qu'on peut vraiment mettre en place les bonnes habitudes alimentaires. L'idée, c'est après d'introduire une alimentation satisfaisante chez l'enfant et de lui apprendre les bonnes habitudes. Et j'ai envie de dire que si ça n'a pas été fait, c'est pas grave. On peut à tout moment améliorer les choses. Et surtout chez les enfants, les habitudes alimentaires, ça change. Et le goût, ça se change aussi. On sait qu'il faut un certain temps pour habituer l'enfant à de nouveaux goûts. On dit qu'il faut en moyenne 17 présentations d'un aliment pour qu'il l'accepte. 17, je croyais que c'était 12. Mais je veux dire, l'enfant va vraiment adopter ses habitudes. Ça, c'est certain. Oui. Certaines réactions sont aussi cutanées, hein, mais je voulais avant ça vous demander, Dr Michiels, est-ce qu'il y a des allergies qui peuvent apparaître comme ça du jour au lendemain ? Oui, ça apparaît souvent du jour au lendemain, puisque comme on l'a dit, il y a une base génétique qui est plus ou moins forte, puisque c'est une combinaison de gènes, ça peut donner une prédisposition qui est plus ou moins forte, et puis il faut une exposition à l'allergène. Il faut toujours avoir été sensibilisé, en règle générale, pour développer une vraie allergie. Et donc oui, si la prédisposition est faible, et que l'exposition est assez faible, ça va prendre un certain temps, mais à un moment, ça va apparaître. Ça peut apparaître vraiment à l'âge adulte. 50% des asthmes de l'adulte ne sont pas allergiques, mais 50% le sont, donc quand même encore ça peut apparaître. Mais donc comme vous disiez tout à l'heure, un jeune peut tout à fait passer son enfance, son adolescence très bien, avoir été allaité, on va dire 2 ans entre guillemets, et puis à l'âge adulte développer une allergie ou développer des problèmes. Ouais. D'accord, ok. Docteur Gros, est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce qu'une anaphylaxie, quels sont les symptômes d'une réaction anaphylactique? Alors l'anaphylaxie, j'ai envie de dire, c'est la forme la plus intense et la plus sévère de réaction allergique. Et comme le disait le docteur Michiels, il faut une première exposition pour être allergique, mais l'anaphylaxie va se développer à une exposition ultérieure. Donc il faut d'abord déjà avoir été sensibilisé à l'allergène pour développer une réaction anaphylactique. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est qu'il y a dans le corps des IgE qui sont sur nos cellules qui vont immédiatement reconnaître l'allergène quand il entre dans le corps. Et ça va développer une réaction extrêmement rapide, massive, brutale.
Et donc, c'est vraiment une réaction généralisée. Nos cellules du système immunitaire vont libérer différentes substances, donc notamment l'histamine, mais qui va être libérée dans la circulation du sang, et donc il va aller dans tout le corps. Alors, les symptômes, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être ce qu'on appelle l'œdème de Quick. Je ne sais pas si c'est un gonflement généralisé au niveau de la face. On peut avoir une voix rauque, une salivation intense. Si y a un gonflement au niveau de la glotte aussi, évidemment, ça réduit le passage de l'air et donc ça peut engendrer des difficultés respiratoires. Ça peut donner évidemment des symptômes respiratoires allergiques, donc type crise d'asthme, mais aussi généralement dans la circulation des troubles avec des chutes de tension, des troubles de rythme cardiaque et voire un état de syncope vrai. Donc vraiment, c'est une urgence absolue. Et on sait aussi que les gens qui développent un choc anaphylactique ont un haut risque de récidive. Et du coup, comment on doit réagir si on est face à une personne qui fait une crise allergique ? Quelle est la réaction à avoir ? Donc, si on est face au sujet lorsqu'il est en choc anaphylactique, donc avec une hypotension, une crise d'asthme, la majorité des gens qui meurent par choc anaphylactique ont une réaction asthmatique très sévère quand on fait des autopsies. Donc il faut donner des médicaments pour remonter la tension. C'est principalement de l'adrénaline qu'on injecte en sous-cutané. On met une perfusion et on remplit le sujet pour essayer d'améliorer sa circulation, des médicaments contre la crise d'asthme. Ça, c'est ce qu'on peut faire au moment où le sujet fait son choc. Puis alors, il y a la mise au point. On doit essayer d'identifier quelle est l'origine du choc anaphylactique, quel est l'élément déclencheur. Alors, parfois, cet élément déclencheur, on peut l'éviter, mais c'est quand même très difficile d'être sûr de l'éviter tout le temps. Donc, on donne en général à ces sujets-là des stylos qui contiennent de l'adrénaline, qu'ils peuvent se faire eux-mêmes au moment où ils sentent. Parce qu'en général, le développement de cette réaction se fait sur quelques minutes et ils sentent les prodromes, le début des manifestations et ils peuvent alors s'injecter. On encourage aussi l'entourage à leur injecter la dose d'adrénaline qui est contenue dans un stylo, un système très facile à utiliser. Donc, ils gardent ça près d'eux. Ça, c'est pour les gens qui ont vraiment les grosses allergies. Voilà. Il faut toujours faire attention qu'ils aient leur petit stylo avec eux à la limite en cas où, quoi. C'est important néanmoins d'identifier la cause. Ça peut être souvent des médicaments, la pénicilline par exemple. C'est aussi les venins de guêpes ou d'abeilles, des gens qui meurent ou qui font des chocs gravissimes. Là, on peut quand même proposer des solutions, par exemple avec les venins. Ça répond très très bien à la désensibilisation. Donc on peut encourager une désensibilisation qui est de très longue durée, qui consiste à injecter des doses croissantes de venin ou de protéines de venin jusqu'à obtenir de nouveau, par l'effet dose, comme on l'a dit tout à l'heure, une grosse dose va induire une tolérance au niveau du sujet et à répéter ça de manière chronique pendant plusieurs années. C'est pour les abeilles, ça, par exemple. Les abeilles et les guêpes. C'est ça, ça marche très très bien. Et sinon, les sujets doivent évidemment avoir leur adrénaline. Mais là, la protection est proche de 100%. D'accord. Alors, on va s'arrêter quelques instants. Chers auditeurs, restez avec nous pour la deuxième partie de l'émission. Nous allons parler un peu plus des symptômes et des maladies qui sont liées aux allergies avec le docteur Gros et le docteur Mikkels. Je vous dis à tout de suite, chers auditeurs, dans quelques minutes. Vous êtes de retour dans cette deuxième partie de l'émission Santé pour tous. Aujourd'hui, nous parlons sur des allergies et des effets sur le corps et l'esprit de ces allergies. Nous avons invité le docteur Alain Mikkels, professeur chef de clinique associée en pneumologie à l'hôpital Erasme, je vais y arriver, et le docteur Gros, médecin spécialisé en nutrition. Donc nous avons déjà abordé pas mal de sujets dans la première partie de l'émission. Nous allons rentrer un peu plus en profondeur pour cette deuxième partie. On parlait justement avant la pause des chocs anaphylactiques et de la réaction qu'il fallait avoir. On a vu quand même que c'était dangereux, ça pouvait être mortel si on ne fait pas attention. D'ailleurs, tout à l'heure, quand on parlait des petites gouttes qui pouvaient se trouver dans l'huile d'arachide pour les cacahuètes, j'étais étonnée quand Dr Gros disait une petite goutte, ça peut vraiment créer un gros choc. Et alors, vous aviez un tout petit peu expliqué que ça se réplique, c'est ça ? Il y a quelque chose qui se réplique et qui fait que ça se diffuse un peu partout dans le corps ? Ça, il y a l'amplification par le système immunitaire. Voilà. C'est une toute petite quantité de substances qui pénètrent. En général, l'allergie, c'est ça. C'est une toute petite quantité avec une amplification massive par le système immunitaire qui atteint tout l'organisme. Oui. C'est ça la réponse allergique. Et alors, il y a d'autres types d'allergies, mais un peu comme les allergies aussi qui provoquent, psoriasis ou alors des plaques sur le corps ou des... C'est différent, ça ?
Oui, le psoriasis, c'est pas forcément une allergie, c'est plus complexe que ça. Mais donc, ce à quoi vous faites allusion, c'est qu'il y a des maladies associées à l'allergie. Voilà, en gros, ces maladies sont généralement localisées au port d'entrée de l'organisme. C'est la peau, c'est les conjonctives, donc au niveau des yeux, le nez pour la rhinite, les bronches, les voies aériennes, le tube digestif, donc pour l'allergie alimentaire. Donc, ça a tous ces ports d'entrée là où les allergènes pénètrent, sont exposés facilement. Et donc, on a toutes ces pathologies. C'est pour ça d'ailleurs que c'est une collaboration transversale avec des dermatologues, des pneumologues, des ORL, des gastroentérologues éventuellement. Oui, c'est vrai que alors on dira plutôt des dermatites ou des eczémas, c'est ça, c'est plutôt ça plutôt que des psoriasis. Donc c'est plus des réactions cutanées. Et donc ce que vous expliquez, c'est que en fait ces parties du corps là sont en contact avec les allergènes directement, et c'est ça qui fait que du coup. Voilà, ça c'est vraiment les parties de l'organisme exposées, les plus exposées. On a parlé des 2 terrains de tennis. Les poumons, c'est un terrain de tennis. Donc on voit. La peau, c'est beaucoup aussi. Donc c'est vraiment ce qui est exposé à notre environnement allergénique. Ouais. Et le fait que des personnes vont par exemple développer plus de pneumonie, etc., ça peut être aussi un facteur allergique, ou c'est vraiment une sensibilité qu'ils peuvent avoir au niveau pneumologique? Non, je pense que le fait d'être allergique peut favoriser la survenue. Par exemple, quand on a une sinusite allergique, alors ça peut s'infecter, donner une sinusite infectieuse puis une pneumonie infectieuse. Mais en gros, lorsqu'on fait des pneumonies à répétition, c'est généralement associé à un déficit immunitaire. Et on pense de plus en plus que le fait de faire une infection, c'est un moment où il y a un problème du système immunitaire. C'est pas seulement le germe qui est toxique, qui sont toujours toxiques, mais simplement une réponse qui devient inadéquate. Et donc, il y a une part peut-être génétique ou de l'âge, voilà. Et je dirais, il y a peut-être aussi, au-delà de ça, dans le bon fonctionnement immunitaire, une part de la nutrition. Parce que effectivement, parfois les gens me disent oui, je fais un rhume, c'est normal. Ben, quelque part, non, c'est pas normal. Notre système immunitaire est censé pouvoir réagir et lutter là contre. Et très souvent, on peut solutionner ce genre de petites infections à répétition, par exemple, chez des gens qui ont des déficits dans certains micronutriments, par exemple. Il y a des micronutriments qui sont indispensables au bon fonctionnement du système immunitaire. Je pense par exemple au zinc et au sélénium. Or, actuellement, nos aliments, de par les modes de culture actuels, industriels, et de par le fait que nos sols soient assez lessivés, nos aliments parfois sont vides de micronutriments. Et donc, on a des carences dans certains micronutriments. Et la carence, par exemple, qui atteint le système immunitaire, c'est la carence en sélénium. Et donc, on peut voir que quand on restaure un statut correct en vitamines et en micronutriments, on peut aider ces gens qui font des petites infections comme ça, qui semblent anodines à répétition, à aller beaucoup mieux. Et c'est quoi les micronutriments? Alors, dans l'alimentation, il y a ce qu'on appelle les macronutriments. Donc, ce sont les grosses molécules. Donc, ce sont les graisses, les protéines et les sucres. Ça, ce sont les molécules qui sont énergétiques, qui nous apportent de l'énergie. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle des micronutriments. C'est tout ce qui se trouve en quantité infime, qui n'apportent pas d'énergie, mais qui sont indispensables au fonctionnement de toutes nos réactions. Comme je vous disais, il faut que ce qu'on ingère arrive à la cellule et que dans la cellule, ça puisse être utilisé. Et donc, pour ces réactions biochimiques, il y a des tas de cofacteurs qui sont indispensables, et ce sont par exemple toutes les vitamines et les minéraux. Et ça, ce sont ce qu'on appelle les micronutriments. Donc, ce sont des quantités infimes, mais malgré tout, c'est indispensable. C'est ça. Et alors moi je me demandais, est-ce qu'une allergie, Dr Michiels, comme elle est apparue, elle peut disparaître du jour au lendemain, ou est-ce qu'elle reste à vie? Non, c'est pas la règle, la disparition, mais ça arrive. En particulier quand les allergies se développent tôt dans la vie, elles peuvent disparaître. En général, à l'adolescence, ça peut arriver. C'est vrai aussi en fonction de l'allergène qui est incriminé. Par exemple, l'arachide sont des allergies très tenaces qui se maintiennent au cours de la vie. Par contre, l'allergie aux protéines du lait de vache, chez les tout petits, ça disparaît. C'est vrai? Donc, en règle générale, ça reste, mais chez les tout petits, certaines allergies disparaissent, en particulier au moment de l'adolescence. Les allergies aux protéines. Mais alors, tout à l'heure, on a parlé des intolérances. Moi, par contre, l'intolérance, on m'a dit que ça allait en augmentant. Alors c'est la bouteille à encre. Ouais. Alors, bien sûr, déjà, première chose à dire, c'est que les gens, parfois, ils arrivent en disant « je ne tolère pas le lait, je suis allergique ». Et déjà, il faut faire la différence entre une vraie allergie et une intolérance au lactose. D'accord ? Donc, l'intolérance au lactose, c'est quoi ? C'est le fait qu'on n'ait pas suffisamment d'une enzyme qui va dégrader la lactase qui est dans le lait. D'accord ? Donc, le lactose doit être dégradé par une bêta-galactose, enfin, par une enzyme. Et si on n'a pas suffisamment de cette enzyme, on fait des réactions quand on ingère du lait.
Effectivement, comme le disait très justement le docteur Michels, il y a une notion de seuil. On peut par exemple prendre un tout petit peu de lait et le tolérer, et puis prendre un grand verre de lait et ne pas le tolérer. Si on ne le tolère pas, ce qui va se passer, c'est des ballonnements, des douleurs abdominales et des selles liquides. Donc ça, c'est l'intolérance au lactose. Cette intolérance au lactose, elle peut être congénitale. On peut naître en n'ayant pas cette enzyme nécessaire. Donc à ce moment-là, on la conserve à vie. Elle peut être aussi liée à l'âge. On sait qu'avec l'âge, on a une diminution progressive de production de cette lactase dans l'intestin. Et donc, on peut avoir des intolérances qui apparaissent et qui augmentent avec l'âge. Mais on peut aussi avoir des intolérances au lactose qui sont la conséquence d'un problème de la paroi de l'intestin. Et je reviens à ça. Cette lactase est produite dans toutes les villosités. Donc, les villosités de l'intestin, c'est toutes les petites circonvolutions comme ça. Et cette lactase est là au bout de ces villosités. Et quand l'intestin est abîmé pour l'une ou l'autre raison, eh bien, on n'a plus cette lactase. Et donc, mais par contre, quand l'intestin va être restauré, on va réapparaître cette lactase. Et donc, ça dépend d'un cas de figure à l'autre. Ce n'est pas nécessairement ad vitam. Ça dépend vraiment d'un cas de figure. Maintenant, il faut savoir que éviter le lactose, c'est pas quelque chose de trop compliqué parce qu'on sait a priori dans quel produit il y en a et que si vraiment on se trouve dans une situation où on est à l'extérieur, il y a aussi des petites gélules de lactase qui vont permettre de vivre une vie extérieure, je dirais quasiment normale, sans avoir les inconvénients de l'intolérance. Maintenant, il y a des petits sachets qu'on peut prendre avant de manger. Si on veut manger un gâteau avec les copains à l'école, hop, on prend le petit sachet une demi-heure avant et on peut manger son gâteau. Et si on ne prend pas le petit sachet, on aura peut-être un petit peu mal au ventre, mais ça pas grand-chose d'autre. Oui, voilà, c'est pas aussi grave que pour les allergies où là, on peut faire des chocs anaphylactiques comme on en a parlé tout à l'heure du coup. Moi, je voulais savoir aussi, docteur Gros, je reste avec vous, mais si on ne suit pas son régime alimentaire, et moi je parle par exemple, si on est intolérant mais qu'on continue à consommer, si on est allergique mais que ça fait pas des chocs anaphylactiques, mais je suppose qu'on doit peut-être abîmer son corps d'une certaine manière. Est-ce que ça peut avoir un impact sur du long terme, le fait de ne pas respecter son allergie ? Très certainement. Effectivement, quand on a l'allergie vraie, on ne choisit pas de ne pas suivre le régime, ça c'est évident. C'est obligatoire. On n'a pas le choix. Les réactions sont trop fortes. Oui, les réactions sont trop fortes, ou alors c'est accidentel. Voilà, on ne sait pas qu'on a consommé l'allergène, mais en général, on est très attentif. Par contre, il est vrai que dans toutes les réactions d'intolérance, c'est pas toujours évident. D'abord parce que, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas très bien pourquoi. Alors, quand on a identifié un aliment auquel on est intolérant, d'abord, il faut savoir que le docteur Michels disait la barrière intestinale, normalement, donne une bonne tolérance aux aliments. Et c'est très vrai. La première chose qui se passe, quand on fait une réaction à un aliment, c'est souvent que cet aliment peut passer la barrière et que donc notre barrière intestinale est perméable, si on peut le dire. Donc ça, c'est la première chose. Alors, on se trouve en fait face à un incendie, j'ai envie de dire. Et la première chose, il faut calmer le jeu. Il faut arrêter cet incendie. Et donc, dans un premier temps, parfois, on va faire aussi une éviction de l'aliment qui cause le problème pour pouvoir restaurer quelque part une barrière intestinale saine et qui va diminuer les symptômes liés à cette réaction. Mais effectivement, et puis dans un deuxième temps, cette éviction, elle va être temporaire. Dans un deuxième temps, on va réintroduire progressivement l'aliment. L'idée, c'est pas une éviction à vie. D'accord ? Par contre, si on ne restaure pas cet intestin et qu'il continue à être toujours dans un état, j'ai envie de dire, grossièrement inflammatoire, on va avoir des répercussions parce que à côté de ça, il ne va pas assimiler correctement les autres nutriments dont on a parlé, essentiellement les micronutriments. Donc, on va pouvoir se trouver face à des gens qui vont développer des problèmes de carence. Alors, il y a des gens qui, par exemple, vont toujours en carence en fer. Ils vont dire mais moi j'ai beau prendre du fer, j'assimile pas le fer. Ou bien des carences en vitamines, par exemple, essentiellement les vitamines B. Voilà. Et donc, on peut avoir des gens qui se retrouvent avec des carences. Et sur le long terme, effectivement, ça peut développer un certain nombre de choses, des anémies, des ostéopénies, des ostéoporoses, etc. Le symptôme le plus fréquent, ça reste la fatigue et l'asthénie. Et vous avez l'impression que si on ne respecte pas du coup son régime alimentaire, il se peut que notre corps n'assimile pas les vitamines que l'on devrait assimiler normalement ? Tout à fait. Si on a une perturbation de la bonne fonction de la paroi intestinale, la fonction première de la paroi intestinale, c'est de nous permettre d'absorber tous ces nutriments. Ah oui. Et quelque part, si notre paroi est altérée, on ne va pas les absorber correctement. Et par exemple, chez l'enfant, on va commencer à se poser des questions s'il y a un retard statural ou pondéral, par exemple. Ça, c'est la première chose.
Et donc, un autre cas de figure, on a parlé tout à l'heure de la maladie cœliaque, donc ça c'est la réaction avec le gluten. Et là, c'est encore beaucoup plus dramatique si on ne respecte pas son régime. Là, c'est vraiment important parce qu'on sait que sur le long terme, on peut développer des maladies auto-immunitaires. Donc, le système immunitaire, quelque part, va réagir contre nos propres organes. Et on peut développer des pathologies de la thyroïde ou même du diabète. Et aussi, plus dramatique encore, on va développer des cancers. Il y a un risque relatif de cancer beaucoup plus élevé chez les patients cœliaques qui ne respectent pas le régime d'éviction de gluten. On se rend pas compte que ça peut être aussi grave quand même, hein, ces allergies alimentaires. Je revenais un petit peu aussi vers Dr Michiels parce que tout à l'heure vous avez parlé de l'allergie au pollen. Ça touche quand même une grande partie de la population. On a parlé un peu de la désensibilisation, mais étant donné que on a dit aussi que le prix que ça coûtait et que tout le monde ne pouvait pas avoir accès à la désensibilisation, qu'est-ce que vous préconisez pour les patients qui ont des pics d'allergie comme ça et qui sont quand même fort handicapants, les allergies respiratoires au pollen, rhume des foins, etc. Parce que quand on doit aller travailler, même les acariens, si vous allez travailler dans une entreprise, il y a de la moquette, c'est pas super chouette. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'un allergologue peut proposer pour aider et soutenir le patient? Et donc, pour le traitement des maladies allergiques, en règle générale, il y a 3 options. C'est l'éviction. Dans le cadre de l'exposition au pollen, c'est évidemment pas envisageable. On ne peut pas demander au sujet de vivre enfermé pendant tout le printemps et une partie de l'été. Il y a la désensibilisation qui est de modifier cette réponse immunitaire anormale inutile contre des pollens de graminées qui ne sont pas du tout menaçants. C'est bien contre des bactéries, mais pas contre des protéines de pollen. Et entre les deux, il y a les médicaments qui vont couper les symptômes, qui vont s'attaquer à la symptomatologie et à l'inflammation en règle générale associée aux réactions allergiques. Et donc, c'est ce qu'on propose. On propose donc des médicaments en fonction du site atteint. Dans le rhume des foins, ce sont les antihistaminiques, les médicaments, les comprimés anti-allergiques qui fonctionnent pas mal, et associés ou non à des corticoïdes topiques, dont des sprays de cortisone au niveau du nez et des gouttes d'écollyre au niveau des yeux. Et donc ça, on propose de le faire pendant toute la saison des pollens parce que l'effet préventif est meilleur que l'effet curatif, donc on le propose pour toute la durée. Les sprays de cortisone, ça endort pas ce truc, Non, c'est local, hein, donc c'est des sprays le soir, donc ça a très très peu d'effets secondaires. Et donc ça marche assez bien, en particulier sur l'obstruction nasale qui est invalidante. Les comprimés marchent mieux sur les éternuements et les yeux qui coulent, le nez qui coule. Donc il faut voir quelles sont les plaintes principales du patient. Mais donc il y a d'assez bons médicaments, mais il faut évidemment savoir que ça traite les symptômes, ça ne traite rien du fond. Et donc, si on veut traiter le fond, c'est la désensibilisation. Et donc, c'est quand même quelque chose qu'on recommande parce que lorsqu'il y a un rhume des foins avec une monoallergie au pollen de graminées, donc une seule allergie, c'est vraiment une bonne indication, non seulement pour guérir du rhume des foins, mais pour prévenir sa transformation en asthme et pour prévenir la survenue d'autres aéroallergies aux animaux, aux acariens. Donc, c'est un effet très bénéfique. Et donc, du coup, vous, en fait, vous devez suivre le patient plusieurs fois. Enfin, vous devez vraiment l'accompagner, soit dans la désensibilisation, soit dans le fait de pouvoir éliminer l'infection si elle est là. Et puis après, peut-être proposer une désensibilisation. Voilà, il faut personnaliser la prise en charge. Voilà, donc, chacun a ses moyens, c'est l'intensité des symptômes, répond plus ou moins bien aux médicaments et donc est plus ou moins exposé. Donc, voilà, c'est vraiment une personnalisation, mais donc il y a plusieurs armes. Donc ça, il faut quand même le dire aux malheureux allergiques au pollen de graminées, en particulier aux jeunes qui ont des examens entre mai et juin et qui sont évidemment très ennuyés. C'est très invalidant qu'il y a des solutions. Oui. Alors, chers auditeurs, vous avez vu, donc il suffit simplement de quand même aller consulter et de se faire bien accompagner. Alors, on va faire une petite pause et on va revenir dans quelques instants. On continue à parler des allergies et de la nutrition pour la santé. Je vous dis donc à tout de suite, chers auditeurs. Nous sommes de retour. On a eu des petits soucis techniques, alors on a un peu tardé, mais on est là. Donc on est là. Donc voilà. Alors il nous reste encore une bonne petite demi-heure avec vous, chers auditeurs. Nous parlions des allergies. Juste avant la pause, nous avions parlé un tout petit peu du pollen avec le docteur Michiels. C'est bien justement des solutions qu'il pouvait y avoir, la désensibilisation, l'accompagnement. Je voulais dire un mot que justement la désensibilisation par voie sublinguale orale, on va faire manger des protéines de pollen. C'est vraiment faire manger les protéines de pollen
qui va induire la tolérance. Pour induire la tolérance au pollen. Et Dr Gros voulait justement rebondir par rapport à ces allergies au pollen. Oui, je dirais que pour diminuer une réaction au pollen, je crois qu'il est important aussi de limiter l'exposition à d'autres allergènes dans l'environnement pour éviter une amplification de la réaction allergique. Et je pense en particulier dans mon domaine de la nutrition à la question des allergies croisées. Il y a effectivement un certain nombre d'allergies croisées entre des pollens et des allergies alimentaires. Et donc, par exemple, on sait qu'il y a une association entre l'allergie au pollen de bouleau et ce qu'on appelle le syndrome allergique oral à la pomme. C'est quoi le syndrome allergique oral ? C'est une allergie qui se manifeste vraiment au niveau de la région de la cavité buccale. D'accord ? Et on sait qu'il y a une association. Et donc, je pense qu'il faut éviter d'exacerber les réactions du système immunitaire en multipliant les allergènes. Et petite particularité sur ce syndrome allergique oral, c'est très particulier parce qu'on sait aussi, par exemple, qu'on peut présenter ce syndrome avec de la pomme crue, mais on va tout à fait tolérer la pomme cuite, par exemple. Donc ça, c'est vraiment... donc on peut modifier, si on modifie la consistance de l'aliment, ça peut impacter aussi sur l'allergie. Ça peut impacter sur certains types d'allergies, pas sur l'arachide, mais sur certaines allergies, ça peut impacter. Ah oui, c'est intéressant. Alors, je dirais aussi... Ça, c'est plus un aspect purement nutritionnel. Je pense qu'on ne peut pas, avec la nutrition, empêcher le développement d'une réaction allergique, mais par contre, on peut moduler l'intensité de la réaction inflammatoire. Et il y a un certain nombre d'éléments en nutrition qui peuvent agir là-dessus. L'élément le plus important sur lequel je voudrais insister, c'est ce qu'on appelle les oméga 3. Les oméga 3, ce sont des huiles qui sont notamment dans les poissons. Et on sait très bien que les acides gras oméga 3 vont avoir tendance à diminuer les réactions inflammatoires, contrairement aux acides gras oméga 6 qui vont être ce qu'on appelle pro-inflammatoires, donc qui vont tendance à majorer la réaction inflammatoire. Et donc, on sait actuellement que dans nos populations, le rapport de consommation d'oméga 3 sur oméga 6 est d'environ 1/20. Alors, idéalement, il devrait être d'1/5. Et donc, vraiment, majorer la consommation d'oméga 3 est important. Est-ce que les gens ne mangent pas assez de poisson ? Alors, ou est-ce que c'est parce qu'on a que du poisson industriel ? Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a d'une part que ce sont les mêmes chaînes métaboliques dans l'organisme qui vont traiter les deux. Donc si on augmente la quantité d'oméga 3 sans diminuer la quantité d'oméga 6, ça ne sert pas à grand chose. On ne va toujours pas intégrer plus d'oméga 3 dans ces cellules. Deuxièmement, l'effet n'est pas immédiat. Ce n'est pas quand vous allez prendre une gélule d'oméga 3 que vous allez diminuer la réaction. La réaction, elle est diminuée si vous avez mangé sur une période suffisamment longue des oméga 3 et qui se sont intégrés dans les membranes de vos cellules. Donc ça, c'est une première chose. Donc c'est vraiment un travail de fond sur le long terme. Ce n'est pas un travail immédiat. Alors, les oméga 3, c'est une vraie problématique. Pourquoi ? On dit qu'il faut manger du poisson. Effectivement, les oméga 3 se trouvent dans le poisson. Mais les oméga 3 sont dans le poisson. Pourquoi ? Parce que les oméga 3 ont mangé le plancton qui se trouve dans la mer. Donc, effectivement, le poisson d'élevage ne contient pas d'oméga 3. Donc, effectivement, on n'a pas d'oméga 3. Et en même temps, en mangeant le poisson sauvage, on ingère des métaux lourds. Donc, on se trouve vraiment dans une véritable problématique. Mais ils donnent en pharmacie aussi, distribuent ça des oméga 3. Je me souviens qu'on me disait de prendre ça quand j'étais étudiante pour améliorer ma concentration. Les oméga 3 sont extrêmement importants pour plein de choses. Amélioration du système cardiovasculaire, du système neurologique, de l'humeur, des phénomènes inflammatoires, ils sont essentiels. Et la majorité des gens sont carencés en oméga 3, effectivement. Ouais, donc on peut prendre des compléments. C'est d'ailleurs une des explications aussi pour l'augmentation de la prévalence des allergies au cours du temps. Donc on a parlé de l'hypothèse hygiène, les vaccins, les antibiotiques, la pollution. C'est aussi le changement de régime alimentaire avec une chute dans le régime alimentaire de la concentration d'oméga 3 au cours du temps. Et on estime que ça aussi, ça a favorisé l'émergence des allergies. Oui, et je voulais aussi qu'on reparle aussi des acariens parce que c'est quand même une grosse allergie. Hein. On en parlait, je vous avais dit d'ailleurs, moi-même, je suis hyper allergique aux acariens. Mon mari, hyper allergique aux acariens. Bébé, d'office, il sera sûrement allergique aux acariens. Du coup, on a retiré la moquette. Mais voilà, c'est quand même une allergie qui peut être quand même fort incommodante. Hein.
et dans le quotidien, on parlait de la concentration, mais comment on peut vraiment faire pour au quotidien arriver à gérer cette allergie par contre moi j'ai jamais été allergique aux acariens, c'est quelque chose qui est venu plus grande, donc là il y a quelques années quoi. Donc, comme on l'a dit, ça peut venir si la prédisposition était pas très importante et que l'exposition n'a pas été très importante, ça a mis du temps pour émerger. C'est ma maman qui est allergique aux acariens, mais pas fort, pas très très fort, mais moi par contre j'ai une petite goutte d'acarien, j'ai tout le bras qui me gratte et qui me gratouille jusqu'à l'épaule, donc c'est assez impressionnant les réactions qu'on peut avoir, mais c'est très handicapant pour certaines personnes, hein. Donc, c'est un facteur d'allergie très important. C'est le premier facteur de risque pour développer de l'asthme et de la rhinite. Donc c'est vraiment un allergène très important parce qu'il est ubiquitaire, on l'a autour de nous. Et pour essayer de diminuer l'exposition, il faut comprendre son écologie. Et donc en particulier, les acariens sont des petites araignées microscopiques qui vivent surtout dans les matelas et dans les carpettes, dans les matelas et les oreillers, parce qu'ils aiment la chaleur et l'humidité. Mais c'est ce qu'on leur transmet plusieurs heures par jour. On est dans le lit, donc on a une perspiration insensible. On perd des cheveux, des poils de la peau, et donc ils ont de quoi se nourrir. Et donc ils prolifèrent dans les matelas. Et c'est à l'heure d'éjection qu'on est sensibilisé. Il y en a dans absolument tous les matelas. Et donc, ce qu'on doit essayer de faire, c'est de nous séparer d'eux. Pour ça, il y a des housses anti-allergiques qui sont pas toujours faciles à tolérer parce qu'elles sont semi-imperméables ou imperméables, et donc ça retient la chaleur et l'humidité, donc c'est compliqué. Ce qu'on recommande aussi de faire, c'est d'ouvrir très grand les fenêtres parce qu'ils aiment la chaleur, on l'a dit, l'humidité, 20 à 40 degrés. Donc en hiver, quand il ferait très froid, quand vous partez la journée, laissez la température très fort descendre dans la chambre. En Australie, on traite l'allergie aux acariens en exposant le matelas au soleil toute la journée. Là où il fait 30-35 degrés, la température monte à 80 degrés à l'intérieur du matelas et ça tue les acariens d'abord et ça dénature aussi leurs protéines. Pour ce qui est des oreillers, vous pouvez les mettre dans votre freezer une fois tous les 15 jours ou tous les mois. Ça va aussi tuer les acariens et dénaturer les protéines. Donc, on fait de l'éviction. Quand l'éviction est complète, ça marche très très bien. Par exemple, à cause de leurs conditions de vie, il n'y a pas d'acariens au-dessus de 1200-1500 mètres en Europe, parce qu'il n'y a pas assez de chaleur et d'humidité. Et donc, quand les gens sont allergiques aux acariens et qui vont au ski ou passer des vacances en montagne, leur allergie disparaît complètement. Donc, il y a vraiment une question très importante à leur demander, c'est une information. Et donc, quand on fait une éviction complète, ça marche bien, voilà, mais tout le monde ne peut pas aller vivre en montagne. La réaliser au domicile, c'est quand même plus compliqué. Ça veut dire aussi les peluches des enfants, mettre dans la machine à 90 degrés, etc. Donc c'est quand même pas si simple. Nous, on n'a pas de nounours chez nous. Pas de nounours. Il y a un petit doudou pour le petit dernier, mais pas de nounours. Oui, c'est vrai que c'est embêtant. Il y a aussi des couettes anti-acariens, il y a des coussins anti-acariens, mais bon, il y a tout un business derrière ce truc-là aussi. C'est un gros business. Ce que je recommande toujours quand vous allez chercher un matelas anti-acarien. Ah, ça existe, des matelas anti-acariens. Mais donc, la conséquence, c'est qu'ils sont semi-imperméables. Donc, vous demandez au vendeur si vous pouvez laisser perler quelques gouttes d'eau sur le matelas. Si elle est absorbée comme dans votre matelas, comme dans un buvard, ça veut dire que c'est pas un bon matelas anti-acarien, parce que les acariens qui se trouveront recevront l'humidité qu'ils ont besoin. Mais bon, c'est pas toujours facile, c'est cher aussi, et c'est pas toujours facile à supporter parce que c'est très chaud. Ça retient la chaleur et on transpire beaucoup. Donc, bien aéré, peut-être prendre des couettes anti-acariens, des draps. Mettre l'oreiller au freezer. Des draps lavables à 90 degrés, aérer la journée, pas de moquette, voilà. Oui, ça c'est toutes des petites recommandations. Ça diminue assez bien. C'est pas parfait, mais voilà. Ce sont des petites astuces qu'on peut déjà avoir. Et alors, est-ce que l'allergie aux acariens peut aussi venir, du coup, si au niveau de l'intestinal, on a des soucis intestinaux, est-ce qu'on peut développer ça, ou c'est vraiment très pulmonaire, ça reste très sur... Qu'est-ce qui fait qu'on va développer une allergie aux acariens? Il y a l'aspect génétique, peut-être, dont le docteur a parlé tout à l'heure. Est-ce que le fait qu'il y a la microbiote aussi qui peut jouer là-dedans? Je pense qu'il y a l'exposition. Alors forcément, tout ce qui est dans notre environnement, on l'ingère. Donc inévitablement, je veux dire, c'est comme la pollution. On l'ingère, notre pollution. L'ingérer, c'est à la fois la respirer, c'est à la fois l'avaler. Donc forcément, ça peut se passer par là aussi. Mais je repense à un petit exemple tout simple qui me vient de revenir à l'esprit quand on parle des moyens par rapport aux acariens. C'est une patiente qui était allergique au pollen et qui m'expliquait qu'elle mettait sécher son linge à l'extérieur pour être sûre qu'il soit bien aéré. Mais évidemment, son linge était rempli de pollen. Oui. Donc,
Donc parfois, c'est des petites choses toutes simples. On se rend pas compte. Qu'on ne se rend pas compte, effectivement, mettre les oreillers dans le frigo. Enfin, c'est parfois des petites choses simples qui peuvent vraiment aider les gens. Mais moi, j'ai jamais pensé à mettre mon oreiller dans le frigo et je me dis les invités. Le freezer, c'est mieux. Le surgélateur, ouais. Et donc, l'importance de l'anamnèse chez ces patients est vraiment cruciale. Et donc, du coup, vous, en tant que spécialiste dans ce domaine-là, je suppose que ça vous prend énormément de temps de vous arrêter avec les patients. Est-ce que vous faites ça aussi en tant qu'allergologue ? Tout à l'heure, en off, vous m'avez expliqué. Donc, en fait, vous avez carrément ouvert une clinique de l'asthme, hein, c'est ça, voilà, il y a donc dans le service de pneumo-Erasme, il y a une clinique identifiée de l'asthme et des maladies allergiques, qui est en fait une reconnaissance de l'importance de cette pathologie. C'est entre 5 et 25% de la population. Il y a 700 000 à 1 million d'asthmatiques en Belgique, dont beaucoup sont allergiques et beaucoup, voilà, donc c'est très très important. Et donc c'est de cette clinique-là que vous êtes chef de service, en fait, c'est ça ? Chef de la clinique. Chef de la clinique, voilà, c'est ça. En fait, parce qu'on a confondu dans l'explication. Et oui, et donc vous, quand vous devez rencontrer un patient, je suppose qu'il y a tout un temps à l'heure où vous posez toutes ces questions-là, quoi. Voilà, ça commence par ce qu'on appelle une anamnèse, donc un interrogatoire approfondi, qui est routinier, mais dont on ne peut pas rester dans l'aspect routinier. Il faut le personnaliser aussi. Quels sont les hobbies du patient ? Quels sont les animaux ? Est-ce qu'il fait du sport ? Quel sport ? Est-ce qu'il fait du cheval ? Donc vraiment, est-ce qu'il a un petit lapin, etc. Ouais. Donc rentrer dans sa vie privée, quoi. Vraiment. Ouais. Et par rapport parfois aller au domicile, hein. Pas tellement dans les allergies dont on parle, mais il y a aussi ce qu'on appelle des alvéolites allergiques, donc des inflammations du poumon dues à des déjections de pigeons ou à des moisissures. Et donc, on fait des enquêtes à domicile. Là aussi, on va parfois au domicile faire des photos et puis faire des prélèvements. C'est vous qui allez ? Non. Je le fais plus moi-même, je l'ai fait quelques fois. Il y en a d'autres qui le font encore. Vos assistants vont alors faire des petites enquêtes. Il y a des labos qui font ça. Il y a des labos qui sont plus professionnels et donc ils font les prélèvements et les analyses. Incroyable, je savais pas que ça... Oui, ou des substances qui se libèrent dans l'atmosphère au départ des peintures, par exemple. Ah, c'est vrai que les peintures aussi, ça peut être quelque chose qui peut... Mais aussi tout ce qui est les produits de nettoyage. Les nettoyage. Ouais, on est de plus en plus dans une ère où on a envie tout doucement de faire soi-même ses produits de nettoyage. Je pense aux produits pour le linge, etc. Mais parce que je sais qu'il y a aussi des allergies par rapport à certains produits... Oui, il y a des réactions par rapport à ça. Mais c'est des réactions qui sont pas du tout évidentes à mettre en évidence et non plus à investiguer parce qu'il y a parfois pas de test. C'est comme pour les additifs alimentaires. Alors qu'on me disait l'anamnèse est très importante, mais il faut demander aux gens de noter tout ce qu'ils mangent, de garder des étiquettes. Il faut comparer quand est-ce qu'ils font des réactions ou pas. Et on peut faire des réactions aux additifs alimentaires alors ? Oui, on peut faire des réactions aux additifs alimentaires, absolument. Et c'est quoi donc colorants ou des choses comme ça ? Colorants, oui, absolument. Les conservateurs. Oui. Mais on ne mange plus rien si je viens chez vous. Mais on peut faire la même chose aux conservateurs qui sont par exemple dans les produits de beauté. Oui, c'est vrai. C'est vraiment un travail d'enquête. C'est vraiment une enquête. Ok. C'est vraiment un travail d'enquête. Alors, on va encore faire une toute petite pause et puis on aura dans quelques instants la toute dernière partie de notre émission. Donc, chers auditeurs, on s'arrête 2-3 minutes et on revient avec vous pour la dernière partie de notre émission. Voilà, toute dernière partie de notre émission Santé pour tous. Voilà, nous sommes avec le docteur Michiels et docteur Gros. Donc j'ai fait la connaissance avec eux. Ça fait presque 2 heures qu'on est là et c'était très chouette. On parlait des allergies aux acariens, on a parlé de l'alimentation. Donc voilà, il arrive aussi que certains allergènes et certaines intolérances provoquent quand même des choses assez embêtantes au quotidien. Moi, je voulais savoir, par exemple, Dr Michiels, qu'est-ce qui pouvait, par exemple, provoquer des poussées d'urticaire ? Quel type d'allergie pouvait provoquer des poussées d'urticaire ? Pour ce qui est de la mise au point de l'urticaire, il reste encore des prix Nobel à prendre. C'est vraiment pas simple. Mais non, ils peuvent être d'origine allergique. Il y a une proportion d'urticaires d'origine allergique. Souvent, ils sont associés à des infections virales ou même parfois bactériennes. Et puis, souvent, on ne trouve pas la cause et on appelle ça un urticaire idiopathique. Ça veut dire qu'on ne sait pas. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a de très bons traitements maintenant pour les urticaires. Et très curieux, vous savez que quand on a parlé des allergies tout à l'heure, on a dit que c'est médié par les anticorps IgE. C'est ça l'allergie, c'est les anticorps IgE. Et on a des bons traitements anti-IgE maintenant qui coûtent très très cher, par injection, et qui sont remboursés. Ceux-là, et ça s'appelle l'oxolaire, peu importe, c'est très utilisé depuis une quinzaine d'années maintenant. Et ce qu'on a remarqué, c'est que ça marche bien dans l'urticaire, y compris dans l'urticaire non allergique de type idiopathique, dont on ne trouve aucune cause allergique. C'est pourtant en inhibant ces IgE
que les gens sont spectaculairement améliorés. Ce qui fait penser quand même qu'il y a encore peut-être des allergies qu'on n'entrevoit pas. Ouais. Voilà, il y a quand même des choses. Ou des mécanismes liés qu'on comprend pas. Mais ça marche très très bien, il y a des bons traitements. Voilà. Et du coup, dans votre clinique, là, à Erasme, je suppose que vous faites de la recherche aussi. Et la recherche, elle est souvent orientée vers quoi, dans la clinique allergique? Comme je vous ai dit, c'est une clinique d'asthme et de maladies allergiques. La recherche est vraiment focalisée dans l'asthme sévère, en particulier dans l'étude du monoxyde d'azote, qui est un gaz qui était expiré dans l'air. Donc on expire et qui est le témoin des réactions inflammatoires, allergiques et inflammatoires. Et bon, on travaille beaucoup là-dessus parce que c'est très utile pour évaluer l'inflammation à l'intérieur des bronches. Et c'est très important pour suivre les patients, en particulier ceux qui ont un asthme sévère au cours du temps. Donc on travaille là-dessus. On travaille aussi sur ce qu'on appelle l'expectoration induite. Donc on fait tousser et cracher le sujet. Et dans l'expectoration qu'il produit, on peut étudier beaucoup de médiateurs inflammatoires et aussi guider le traitement et orienter la prise en charge, en particulier encore dans l'asthme sévère, qui est quand même une maladie touche 3 à 5% des asthmatiques, qui est mortelle et très, très invalide dans une maladie très grave. Pour lequel on a de très bons traitements aussi. Il faut aussi le dire, ça sort du scoop. L'asthme sévère, c'est quelque chose qui s'installe progressivement ou c'est quelque chose vraiment qui est là depuis toujours et qui s'est amplifié avec le temps? Non, c'est là depuis toujours, mais donc il y a plus d'asthmatiques qu'avant. Donc les asthmatiques allergiques qu'on trouve souvent chez les enfants, ils ont un eczéma, puis une rhinite, puis de l'asthme. C'est ce qu'on appelle la marche allergique. Les asthmes allergiques sont souvent pas très sévères et faciles à prendre en charge, mais il y en a une petite proportion qui devient très très sévère au cours du temps. Et puis il y a des asthmes qui apparaissent chez l'adulte, qui sont d'emblée très sévères. Donc chez l'enfant c'est progressif, et chez l'adulte, en particulier les femmes aux alentours de la ménopause, sont des asthmes qui sont d'emblée très sévères et non allergiques, qui n'ont pas de lien avec l'allergie, qui ont des mécanismes communs mais qui n'est pas du tout allergique. Ce qu'il faut aussi dire peut-être, c'est que pour ces asthmes sévères, on a depuis 5 ans d'excellents traitements, extrêmement cher, ça coûte 25 000 € par an par patient, c'est remboursé évidemment par la sécurité sociale, mais ça a changé très considérablement leur vie. Donc on travaille là-dessus dans la clinique d'asthme. Et un peu sur la rhinite allergique aussi. C'est quoi les traitements pour les asthmes sévères? Parce que moi je vois toujours des gens avec des puffs pour les asthmes, on se dit toujours il faut avoir son petit puff, mais est-ce qu'il y a des traitements plus profonds que ceux-là? Voilà, donc les petits puffs dont vous parlez, c'est des très bons puffs. Depuis 20 ans maintenant, il y a des combinaisons qu'on appelle de deux drogues, des bronchodilatateurs et des corticoïdes. Et ça parvient à maîtriser 80-85% des asthmes. Mais dans les quelques pourcents d'asthme sévère, ça suffit pas. Ils font des exacerbations, ils sont très mal au cours du temps. Et donc ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a appelé les phénotypés. On a identifié les facteurs qui étaient responsables des grandes catégories d'asthme sévère pour personnaliser la prise en charge. Et donc lorsqu'on a identifié ces facteurs qui sont des médiateurs chimiques, l'interleukine 5, les IgE, et donc je ne vais pas citer ici tous les noms, on a pu développer par des technologies très sophistiquées, ce qu'on appelle les anticorps monoclonaux, avec des souris qui fabriquent ça, des médicaments qui inhibent spécifiquement l'interleukine 5, l'IgE, l'interleukine 4. Ça coûte très très cher, mais quand c'est l'élément qui déclenche l'asthme sévère, quand on inhibe ça, les patients se transforment véritablement. C'est vrai. Donc, ça demande une prise en charge personnalisée pour chez chaque patient voir quel est le facteur qui est responsable de son asthme sévère. Ah oui, c'est ça. Donc même et là-dedans, donc, les expectorations induites, le NO-oxalate, tout ça sert à ça. Voilà. Donc, et ça vous permet vraiment de pouvoir bien pointer chez ce patient-là, il faut induire ça ou il faut retirer ça, etc. Voilà. Et dans son petit puff, on calcule les dosages comme ça, c'est ça? Non, les puffs sont fabriqués de manière industrielle. Ah, voilà. Les doses peuvent varier au cours du temps. Dans un asthme sévère, on donne des doses plus importantes. D'ailleurs, c'est ça la définition. L'asthme sévère, c'est un asthme qui n'est pas calmé par des petites doses, chez lesquelles il faut donner des grosses doses de médicaments. C'est la définition. Mais donc, en plus, on individualise et on donne les médicaments contre les médiateurs qui sont toxiques et qui sont présents. Donc, il y a en plus un médicament par la bouche alors qu'il faut prendre... C'est des injections. Des injections qui prennent. Des injections aussi de nouveau par des stylos auto-injectables la plupart du temps. Oui, donc la famille, elle doit aussi, comme vous disiez tout à l'heure, finalement, on ne vit jamais normalement. Quand on souffre de tout ça, c'est jamais facile. C'est pas facile pour la personne, c'est pas facile pour l'entourage. On peut pas dire qu'on a une vie normale en évitant les allergènes. Ça, c'est simple. Et je veux dire, ça vous arrive régulièrement d'accompagner ou de prendre le temps de pouvoir expliquer aussi aux familles. Est-ce que vous avez des petits-enfants d'abord chez vous dans vos consultations? J'en ai parfois, oui. Vous en avez parfois? J'en ai parfois. Et donc, vous devez parfois prendre du temps pour réexpliquer, je suppose, aux enfants, aux parents, l'impact peut-être de l'alimentation sur le développement des allergies?
Il faut prendre le temps de leur expliquer. En général, les enfants, quand on leur explique les choses, ils comprennent très bien, ils acceptent très bien, ils gèrent très bien en général leur traitement et leur prise en charge. Ça, en général, c'est pas problématique. Mais parfois, il faut vraiment prendre le temps d'expliquer. Et au-delà d'expliquer, moi, je donne vraiment des petits séminaires pour vraiment former un certain nombre de choses, notamment lecture des étiquetages et des choses comme ça, parce que en une consultation, c'est pas évident d'expliquer l'ensemble des éléments importants, et donc voilà, j'ai choisi dans ma pratique de le faire sous forme de petits ateliers. Ah, c'est chouette. Aussi d'accompagner les gens dans des petits ateliers de cuisine, parce que parfois on leur parle d'aliments qu'ils ne connaissent pas, ils sont un peu démunis pour les introduire dans leur quotidien, et donc il y a vraiment un accompagnement pratique qui se fait hors consultation. Je dirais la consultation, c'est l'aspect vraiment médical. On pose le diagnostic, on donne une prise en charge personnalisée. Et puis la nutrition, c'est tout un apprentissage. Comment choisir les bonnes graisses, quelle graisse par rapport à telle autre, comment conserver les huiles. Tout ça, c'est des petites choses qui nécessitent un apprentissage et qui est, je dirais, hors cadre de la consultation, et donc qui se fait plutôt dans le cadre de petits séminaires, de petits ateliers. Ça, c'est vrai que c'est chouette parce que c'est plutôt rare. Enfin, il y a des diététiciennes qui font ça aussi parfois, des diététiciennes, mais alors qui sont nutritionnistes aussi. Mais d'avoir un médecin qui fait des ateliers, c'est très chouette quand même. Alors, j'ai envie de vous dire, diététicienne, c'est à Bruxelles ou en France? À Bruxelles. Parce que je sais que vous travaillez aussi en France. Alors, si on doit aller jusque dans le sud de la France pour vous avoir. C'est pas mal d'aller dans le sud de la France, mais c'est un peu loin. En ce moment, c'est compliqué pour voyager. Non, mais d'abord, pour vous dire, les diététiciennes sont diététiciennes nutritionnistes. Les deux seuls titres de nutritionnistes qui sont reconnus, c'est diététicien nutritionniste et médecin nutritionniste. Il y a des coachs nutritionnistes aussi. Il y a des nutritionnistes, il y a des nutrithérapeutes, il y a des coachs en nutrition. Il y a de tout, c'est comme chez les psys chez nous aussi. Il y a énormément de dénominations, il y a des physionutriciens, enfin, il y a plein de choses. Mais il faut faire attention d'aller chez un spécialiste. Oui, voilà. Et donc, je dirais, la consultation médicale, elle est réservée vraiment à la prise en charge individuelle, et puis il y a tout le reste qui peut se mettre en place à côté, qui ne doit pas spécialement se faire en individuel, parce que ce sont beaucoup d'informations et ça prend du temps pour être assimilé, et on ne sait pas tout expliquer en consultation. Oui. Et donc, si nos auditeurs veulent faire des petits ateliers avec vous, ou alors on va vous inviter une fois à l'espace santé famille, vous allez faire des petits ateliers chez nous, ça peut être bien aussi, quand le Covid le permettra. Quand le Covid le permettra, c'est vrai que pour l'instant tout est digital. C'est 4 personnes maximum. Il faut faire de la cuisine à distance sur Zoom. Là maintenant, on doit s'adapter. C'est pas évident. Ouais. On a l'ère du numérique, donc. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant, c'est hyper important aussi ce que vous dites, c'est le fait de pouvoir prévenir et expliquer, parce que vous savez, il y a quand même la question de l'information aussi. Tout le monde n'a pas accès à ces informations-là sur l'alimentation. Moi, j'ai découvert tout ce qui est alimentation biologique il y a quelques années seulement. C'est aussi quand je suis devenue maman, je me suis dit, oulala, il faut que je fasse quelque chose pour m'alimenter différemment. Mais tout le monde ne sait pas l'importance que l'alimentation peut avoir dans le développement de pathologies dans le corps. Alors, des gens ne sont pas conscients, et puis des gens sont très conscients, mais ils ne savent plus à quel sens vouer, si je peux dire. On entend tellement de choses dans les médias, des articles, etc., que les gens, en fait, ils sont parfois complètement démunis, ils sont perdus, et ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être guidés, parce qu'ils ne savent plus. On entend tout et son contraire. Alors en général, il y a rarement des choses fausses, mais il y a souvent des choses qui sont un peu sorties de leur contexte. Et donc les gens ont besoin d'être accompagnés, effectivement. Ils ne savent plus trop. Et donc il ne faut pas hésiter, même si on est en bonne santé, de peut-être aller voir un médecin nutritionniste ou une diététicienne nutritionniste, juste pour faire un peu le point sur la manière dont on s'alimente, tout simplement. C'est une partie de ma patientèle. Ce sont des gens, effectivement, qui sont sensibilisés à la question de l'alimentation et qui se posent des questions. Et qui viennent voir s'il y a des choses qui peuvent être améliorées dans leur alimentation. Et je voulais vous demander aussi, est-ce que vous avez déjà remarqué que par exemple des patients qui viennent avec, justement, on parlait des eczémas ou des réactions peut-être au niveau de la peau, qui venaient chez vous, et puis après un changement alimentaire, peut-être un rééquilibrage alimentaire ou quelque chose de peut-être plus sain, on voit que ce type de symptômes peut diminuer. Bien entendu, mais pas seulement dans les réactions allergiques. Si vous parlez de la peau, on peut diminuer un acné. Pardon. Oui, l'acné aussi. En acné, en modifiant le régime alimentaire, par exemple. Donc effectivement, puisque notre corps est formé avec ce que nous mangeons, en modifiant la qualité de ce que nous allons ingérer, et notamment des matières grasses, on va modifier la qualité de tout notre corps. Absolument.
Même l'acné, c'est bien ça. On va plus acheter de produits de beauté, on va aller voir un médecin nutritionniste, ça ira mieux. Si on avait su. Si on avait su. Et donc, docteur, de votre côté, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à nos auditeurs pour justement prévenir le développement des allergies? Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer comme réflexion à votre niveau en tant qu'allergologue et pneumologue? Et donc, ce qui a été dit, je pense, d'avoir la nutrition la plus naturelle possible, d'essayer de réduire l'exposition allergénique autant que faire se peut, par des mesures simples, l'aération, peut-être prendre des mesures anti-acariens quand il y a des risques de maladies, d'allergie aux acariens, de bien s'écouter et de consulter lorsque ils ont l'impression qu'il y a des problèmes, puisqu'on a des solutions à leur proposer. Et quand vous dites de s'écouter, lorsqu'il y a des problèmes, vous voulez dire s'ils ressentent des symptômes? Voilà, de la toux qui est récurrente, des rhumes récurrents. C'est assez fréquemment lié à des problèmes d'allergie, donc qu'il faut mettre en évidence et traiter pour au moins faire disparaître les symptômes. Bah oui. Ok, et vous, docteur Gros, est-ce qu'il y a un dernier conseil peut-être pour nos auditeurs? Donc, Oui, moi je leur conseillerais vraiment de consulter. Je vois trop souvent des gens qui arrivent après avoir fait ce que je peux appeler du shopping. Et ils arrivent avec des listes d'aliments qu'on leur a dit, vous êtes allergique à ça, mais rien n'a été investigué. Et donc ces gens, ils sont un peu désespérés parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que je peux encore manger? Et donc je les inciterais vraiment à faire une vraie consultation pour faire vraiment identifier vraiment l'élément causal, pour pouvoir vraiment éliminer celui-là et par ailleurs mener la vie la plus agréable possible à côté, la plus naturelle possible à côté. Ok, je vous remercie beaucoup. Alors, docteur Gros, on peut vous retrouver, vous, à Uccle, c'est ça? Oui. Vous avez un cabinet là-bas, d'accord. Et donc, j'espère que vous pourrez reprendre vos ateliers le plus rapidement possible, parce que même moi, ça me donne envie. Je me dis, tiens, il y a peut-être des petites choses que je pourrais apprendre encore sur l'alimentation. Avec grand plaisir. Je vous remercie vraiment d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était vraiment très chouette. Donc, voilà. Et alors, docteur Mikils, vous, on vous retrouve à la clinique de l'asthme et à l'hôpital Erasme. On a déjà eu pas mal d'intervenants qui venaient d'Erasme. Ici, c'est très chouette. On a toujours des intervenants de qualité. On est très contents. Donc voilà, c'est l'ULB. Alors, on va faire de la pub pour l'université. Je suis aussi diplômée de l'ULB, chers auditeurs. Donc, ce que je disais en off. Donc, en tout cas, on remercie l'hôpital et on vous remercie, vous, d'être venus aujourd'hui. Et peut-être qu'on aura l'occasion de se recroiser dans d'autres émissions. Chers auditeurs, vous aurez le podcast de l'émission donc sur la chaîne YouTube de l'Espace Santé Famille dès demain. La semaine prochaine, nous allons parler de l'infertilité. Donc, nous avons des spécialistes qui viennent nous parler d'infertilité la semaine prochaine. Et donc, restez à l'écoute sur les ondes d'Arabelle au 106.8. Et je vous dis donc à samedi prochain.